Et c'est au tour de Jérémy Gallon de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate et essayiste, puisque on le sait, on parle beaucoup des élections aux États-Unis, notamment de Donald Trump évidemment. Vous vous interrogez cette semaine sur la diplomatie que l'Europe devrait avoir par rapport aux États-Unis et si elle est en mesure de défendre ses intérêts. Oui, Donald Trump prêtera serment comme président des États-Unis le 20 janvier prochain. Et donc la question que se posent toutes les puissances aujourd'hui, c'est quelle diplomatie mener à l'égard d'une future administration Trump. Et je pense que l'Europe devra éviter deux écueils. Le premier serait de s'enfermer dans une approche purement morale de la relation transatlantique. C'était Henry Kissinger qui écrivait « Un pays qui entend faire de la perfection morale, la pierre de touche de sa diplomatie, n'atteindra ni la perfection ni la sécurité. » Quelle que soit l'image que l'on a de l'homme qui entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, la seule boussole, ça doit être la défense de nos intérêts sécuritaires, stratégiques et économiques dans le long terme. Mais il y a un autre écueil. L'autre écueil serait d'aller se prosterner à Washington et, qui plus est de façon non coordonnée entre États membres, aller quémander soit une trêve commerciale, soit de l'aide militaire. Et cela, ça ne susciterait que de l'indifférence ou du mépris à la fois de l'administration américaine, mais aussi des autres puissances. Et dans ce contexte, quelle est selon vous la voie que l'Europe devrait prendre ? Alors face à Donald Trump, nous n'avons malheureusement pas d'autre choix que d'établir un rapport de force permanent. Et ce rapport de force permanent sera basé sur une analyse lucide, rationnelle, des politiques de la future administration Trump, mais il devra aussi s'appuyer sur trois piliers qui sont intimement liés entre eux. Le premier pilier consistera à essayer par tous les moyens qui sont à notre disposition d'influencer les futures politiques de l'administration Trump. Et là, il faudra distinguer les politiques qui, par définition, cibleront nos intérêts, et celles-ci, il faudra les combattre avec tous les moyens à notre disposition, de celles qui peuvent résulter d'un constat partagé. Qu'est-ce que nous a montré le premier mandat de l'administration Trump ? Qu'il y avait de nombreux désaccords entre les Européens et les États-Unis, mais qu'il y avait quelques sujets où parfois le constat était le même. Quelques exemples. Au moment, par exemple, des attaques chimiques de Bachar el-Assad contre son propre peuple en Syrie, ce n'est pas Barack Obama qui a autorisé des frappes contre le régime d'Assad, c'est Donald Trump. Quand il a fallu augmenter les opérations contre l'État islamique, c'est Donald Trump qui les a autorisées. Quand il a fallu essayer, ça n'a pas abouti parce que ça a été fait de manière erratique, mais d'établir un dialogue avec la Corée du Nord. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça serait nécessaire au moment où la Corée du Nord envoie plus de 10 000 soldats aux frontières de l'Europe. Eh bien, c'est Donald Trump qui avait essayé de le faire. Et donc, sur toutes ces politiques où il y aura un constat partagé, il faudra que les Européens essaient de les influencer. Mais ça supposera qu'on ait des relais au sein de l'administration. La difficulté, c'est que par rapport à 2016, ça va être une administration composée beaucoup plus d'ultra-loyalistes. Et donc, les personnes qui pourront être des alliés au sein de cette administration seront rares. Mais il faudra aussi qu'on s'appuie beaucoup plus au niveau des États, notamment sur les gouverneurs républicains, qui ont souvent un pragmatisme et une nuance, parce qu'ils en ont besoin pour gouverner au niveau local, faire des compromis, qui n'existent plus à Washington. Donc ça, ce sera absolument essentiel. Et si l'administration Trump, malgré tout ça, décide, et c'est le plus probable, de s'attaquer aux intérêts européens, de lancer notamment une guerre tarifaire, alors n'hésitons pas à riposter. Et ne sous-estimons pas nos forces. Oui, l'Europe demeure malheureusement dépendante de la garantie de sécurité américaine. Mais sur le plan économique et commercial, c'est une relation d'interdépendance. Je rappelle quand même qu'en 2023, les entreprises européennes ont investi 2 500 milliards de dollars aux États-Unis. Il y a 3,5 millions d'emplois aux États-Unis qui dépendent des investissements européens. Si on met en place des politiques tarifaires mesurées et bien calibrées, on peut donc exercer une pression maximale sur Washington. Mais ça supposera qu'on fasse une chose, et ça l'Europe sait en général mal le faire, c'est s'inscrire dans une logique de puissance. Et quel serait le second pilier que vous défendez ? Alors notre diplomatie à l'égard des États-Unis ne sera efficace, et c'est là le second pilier, que si elle est coordonnée avec notre diplomatie à l'égard des autres puissances. Au niveau européen, il faut d'abord qu'on convainque l'ensemble des partenaires européens que bâtir une Europe plus puissante, plus autonome, est dans leur intérêt. Et c'est pas en jouant sur l'anti-américanisme qu'on parviendra notamment à convaincre nos partenaires d'Europe de l'Est, les pays baltes, la Pologne, les partenaires d'Europe centrale, de bâtir une Europe plus forte. C'est en leur montrant que leur garantie de sécurité sera renforcée. Et puis, il y a à l'égard des puissances non européennes, il faudra renforcer nos liens avec des puissances comme le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Japon, qui partagent nos valeurs, nos intérêts stratégiques et qui pourront, elles aussi, influencer sur la future administration Trump. Mais il y a aussi des puissances moyennes,
dont l'influence ne fait que croître à travers le monde. Je pense notamment à l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, avec lesquels il faudra renforcer nos liens parce que ça pourra nous permettre à long terme de réduire notre dépendance, notamment à l'égard des États-Unis. Mais selon vous, Jérémy, tous ces efforts diplomatiques ne porteront leurs fruits que s'ils sont mis en cohérence avec des réformes majeures. Vous avez raison, et c'est le troisième pilier de la diplomatie transatlantique que je défends. On oublie souvent que politique étrangère et politique intérieure sont intimement liées. Or, si l'Europe ne retrouve pas des marges de manœuvre budgétaires, ne redevient pas une puissance industrielle, alors elle ne sera pas crédible à Washington. Si nous ne recréons pas les conditions pour innover, pour prendre des risques, pour entreprendre, pour nous lancer dans les batailles de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, alors nous ne serons pas vus comme crédibles auprès des décideurs américains. Et si nous, plus généralement, ne mettons pas fin au décrochage économique de l'Europe par rapport aux États-Unis, alors on aura beaucoup de mal à influencer la future administration Trump. Et donc tout ça, ça va supposer des réformes structurelles aussi au sein de l'Europe qui vont être dures à mettre en œuvre, des arbitrages parfois difficiles, mais nous n'avons pas d'alternative si nous voulons être en mesure, à un moment donné, de défendre nos intérêts face à une future administration Trump.